Oui, tu as tout à fait, on est tout à fait d'accord. Il y a une chose sur laquelle on a fini par être tout à fait d'accord, c'est qu'il faut préserver les potentialités intérieures. Et quelque part, on sait très bien que la machine n'est pas le moyen le plus évident pour cela. Non, la Bon, machine, c'est le moyen. c'est une solution de facilité, c'est une Facilité, substitution. Bon, voilà. donc il ne faut pas non plus idolâtrer la machine. Et il est certain que les femmes sont des alliés de la machine, objectivement. Elles savent que la machine leur donne des moyens d'une certaine forme d'égalité. Et tout à l'heure, on parlait de la lecture. Je disais à juste titre que le livre, c'est une machine, une ancienne machine. Effectivement, le livre donne à la femme un pouvoir extraordinaire. Parce qu'elle peut prendre le texte de quelqu'un et elle va le prendre pour elle-même. Et ça va sortir de sa bouche. Et donc, elle va se faire passer pour l'homme. Elle va se substituer à lui. C'est exactement. Grâce à si le livre machine. C'est pour ça que un de mes chevals de bataille, c'est l'éducation des garçons ne doit pas être l'éducation des filles. Parce que l'éducation des filles, elle repose essentiellement sur l'acquisition extérieure. Et donc c'est normal. Donc il faut qu'elles continuent comme ça. Elles doivent se nourrir, elles doivent se remplir de toutes sortes de connaissances. Mais le garçon, lui, il faut qu'il cherche en lui-même. Donc ce qui est bon pour la fille n'est pas forcément bon pour le garçon et inversement. Donc on ne peut pas utiliser le même système éducatif dans les deux cas. Tu vois ce que je veux dire? L'autre voit de l'intérieur, l'autre voit les choses de l'extérieur. Alors moi j'emploie cette expression. Il y a celui qui n'a pas un outillage intérieur est obligé d'utiliser un outillage extérieur. Donc j'appelle ça outillage. C'est-à-dire que nos capacités intellectuelles de concentration, notamment de polarisation, si nous ne les avons pas, eh ben à ce moment-là, on va être obligé d'utiliser des béquilles, des prothèses, des substituts. Donc c'est pas que nous sommes aussi des machines, nous. Mais nous sommes des machines, nous avons notre propre machine intérieure. Et c'est pas la même chose que les gens qui ont la machine extérieure. Donc il faut apprendre à développer. De toute façon, les auteurs de science-fiction ont bien compris ça. Par exemple, je ne sais pas si tu lis, je crois que tu lis pas beaucoup la science-fiction. Tu as entendu parler de Dune, D-U-N-E. C'est un grand roman de science-fiction qui s'appelle Dune. Je ne l'ai pas lu, mais il y a un film aussi comme ça. Oui, le film. Alors c'est Frank Herbert qui est l'auteur de cette saga. Et c'est une société où on a interdit les ordinateurs. Et on dit que ce sont les hommes eux-mêmes qui doivent être des ordinateurs. Tu vois, il va très loin comme ça. Donc il dit développons en nous-mêmes ces fonctionnalités et ne les... Parce que comme tu disais toi-même, à un moment donné, le progrès n'est plus passé par le développement intérieur, mais par le développement extérieur. À partir du moment où on a commencé à développer des machines, on a arrêté le progrès intérieur. Parce que nous-mêmes, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons toute une histoire. Anatomiquement, nous ne sommes pas nés comme ça. L'humanité, elle a évolué. Et à un moment donné, elle a cessé d'évoluer. Par exemple, nous sommes exactement semblables à l'humanité d'il y a 10 000 ans. Nous n'avons pas évolué au niveau anatomique. Mais avant, l'homme était passé par des étapes successives. En changeant... si on le prend à partir du moment où, je sais pas, où il était poisson, je sais pas quoi, enfin, oui. Il s'est développé pendant des millions d'années. C'est ce que Darwin explique. Voilà. Mais à un moment donné, il a cessé. Donc, de un, il n'a pas continué à évoluer. Et deuxièmement, il a cessé d'exploiter ses propres capacités. À cause du livre, à cause de l'écriture, à cause de la... Bon, alors effectivement, c'est pour ça que moi je suis pour une société duelle. C'est-à-dire qu'une société où il y a d'un côté ceux qui sont des créateurs, des penseurs, des inventeurs, de l'autre côté, la société qui, elle, fonctionne, qui est nourrie par ces gens-là. La société de consommation. Voilà. Alors justement, à ce propos, moi je ne sais pas si tu as une réflexion, je voulais te poser la question, est-ce que tu as une réflexion sur l'économique? Est-ce que tu as une pensée économique sur le fonctionnement des économies, je veux dire, le bon fonctionnement d'une économie Non, je n'ai pas encore une idée. Parce que une des règles de base, à mon avis, c'est on doit être payé pour
Parce qu'un mot qu'on n'a pas du tout employé et que pourtant moi j'utilise souvent, c'est le mot purification. Purifier, nettoyer. Dans une société, il y a ceux qui salissent et il y a ceux qui nettoient. Le scientifique, c'est que le chercheur, c'est aussi celui qui nettoie. Il nettoie les fausses idées, les choses qui ont été déformées, les choses qui ont été perdues. Il nettoie, il corrige, il purifie. Donc, le consommateur, lui, il salit. Le producteur, il apporte un produit neuf, nouveau, et le consommateur, lui, il salit le produit. Donc, moi je dis, celui qui salit doit payer, et celui qui nettoie doit être payé. Je veux dire. Comment donc le consommateur paye et le nettoyeur est payé. Voilà. Donc normalement, l'argent que verse le consommateur est versé au nettoyeur. Voilà. Donc, alors effectivement, une société, il ne s'agit pas d'interdire. Il y a des gens qui disent qu'il faut interdire de salir. Non, il ne faut pas interdire de salir. Non, il faut qu'il y ait ceux qui salissent, et puis il faut que derrière eux, il y ait ceux qui réparent. Interdire de salir, c'est comme si on veut arrêter la production. Non, mais c'est surtout parce qu'on ne veut pas donner du pouvoir à ceux qui nettoient. À ceux qui nettoient. Dans l'administration, le rôle du fonctionnaire est très capital. Où est-ce qu'il est mon... Ah oui, il est là, d'accord. Continue, vas-y. Dans l'administration, le fonctionnaire. Du fonctionnaire est capital. Oui, qu'est-ce qu'il fait pour toi, le fonctionnaire? Le fonctionnaire, c'est lui le nettoyeur. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a toute une campagne pour la propreté à Paris. Et effectivement, propreté, mais aussi réparer. En France, par exemple, on a un grand problème. Souvent, il y a des choses qui ne marchent plus et on ne sait pas les réparer. Je ne sais pas si tu as remarqué, par exemple, il y a des ascenseurs, quand ils se cassent, il faut des mois pour les réparer. Ou par exemple, quand il y a un robinet qui est cassé, on ne le répare pas tout de suite. Il n'y a pas assez de gens qui viennent réparer, qui viennent corriger, qui viennent purifier, qui viennent nettoyer. Et ça, c'est un déséquilibre. Donc déjà, il y a un dysfonctionnement. Donc il y a des choses qui se détraquent et puis personne ne sait les réparer. Et même pour une pensée pareille, une tradition qui se serait des choses même une langue peut se détraquer. Même une langue peut perdre sa cohérence. Et donc il faut des nettoyeurs qui viennent rétablir la cohérence de cette langue. Tout peut se détraquer. Donc il faut des gens qui sont les veilleurs, des vigiles, qui réparent, qui nettoient. Autrement, il y a des ordures qui s'accumulent. Ça aussi, c'est une image. On a vu ça. Il y a des grèves comme ça. Maintenant là, si tu vas à la bibliothèque François Mitterrand, en désordre. La société de nettoyage a grévé. Ah bon? Parce que moi j'y vais tous les jours, mais je n'ai pas fait attention à ce point. La société de nettoyage a grévé et la saleté est partout. C'est ce que... Ah oui? C'est ce que je dis, puisque quelque part, le payé n'a pas été réglé. Le consommateur a consommé. Oui. Il y a eu le produit par rapport à la demande. Le consommateur a consommé. Mais le payé, le nettoyeur n'a pas été payé. Voilà. Et le travail n'a pas été fait. Non, mais parce qu'on n'emploie pas suffisamment de nettoyeurs par rapport au nombre de gens qui consomment. Voilà. En fin de compte, et donc il y a un déséquilibre économique. Mais c'est pour ça que je dis, il faut que le métier de nettoyeur au sens large du terme soit beaucoup plus accepté et reconnu et qu'il y en ait suffisamment. Or là, si on voit bien, il n'y a que la relation entre le producteur et le consommateur. Mais le nettoyeur, c'est comme si on le place, c'est comme tout à l'heure on abordait ce sujet sur le travail du vigie. Oui, mais il y a aussi le nettoyeur au sens du scientifique, du chercheur. Oui. Il n'y a pas que le nettoyeur qui fait nettoyer, qui va faire le ménage. Ce sont des exemples que nous... Non, mais moi je le prends dans un sens beaucoup plus global, effectivement. Mais il fait effectivement des gens qui sont là pour nettoyer. Alors effectivement, le nettoyeur, il reçoit de l'argent. Et le consommateur, son argent, il vient d'où? Alors,
faut voir ça. Alors, l'économie tourne en circuit fermé. alors, donc finalement, le consommateur, il est payé parce qu'il réalise des tâches qu'on lui demande. Donc j'ai dit tout à l'heure, il fait des missions. Le consommateur est à la fois, si on voit comment tourne Oui, je t'écoute. le consommateur est à la fois le nettoyeur et le consommateur. Ah d'accord. Parce que le producteur, il recycle la matière que le consommateur a utilisée. Oui, Maintenant, l'argent tourne en circuit fermé. oui, Ce que paye le producteur, donc le cerveau, ce que le producteur paye au consommateur comme salaire, voilà. le consommateur l'utilise pour son entretien. Oui, Or, son entretien, c'est le producteur qui lui a produit ça. Donc, l'argent revient chez le producteur. oui, c'est ce qu'on dit généralement, effectivement. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. On paye les employés pour qu'ils consomment. Pour qui consomme. C'est pour cela que chez nous, on a le mot qu'il faut, toucher. Le salaire, nous, on appelle ça toucher. Toucher un salaire? Non. Toucher un salaire. Bon, on peut dire ça en J'ai français. touché mon salaire. Oui, toucher. J'ai touché mon salaire. Donc, c'est-à-dire, c'est pas pour toi. Ça te permet de survivre. Toucher, oui, oui, d'accord. Donc, tu touches, tu dépenses. Ici, on trouve que on te donne et tu touches 3 000 euros par exemple par mois. Tu dois payer les factures d'électricité, tu dois payer les factures de plat, tu dois payer. Et à la fin de l'année, tu te retrouves à la case du départ. Tu n'as rien fait. Tu dis, bon, l'année prochaine, je vais encore faire. À la fin, le consommateur et le producteur réfléchit. Il dit, bon, là, le monsieur n'arrive pas avec le petit salaire que je lui propose, mais je veux faire de lui une machine. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé une télévision parce que j'ai des possibilités de créer une télévision. J'ai créé une télévision. Je lui propose de prendre ma télévision en dette. Il prend ma télévision en dette et je lui soutiens de l'argent. Je produis une voiture, donc je crée une voiture. Je lui propose de ça. Lui, c'est un consommateur. Il restera éternellement consommateur. Maintenant, le nettoyeur, c'est que le nettoyeur... Le réparateur aussi. Le nettoyeur est utilisé par le même consommateur, par le même cerveau, le produit. Et le producteur lui dit, va dans les rues. Tu me ramasses tout ce que le consommateur jette, tu me les ramènes ici, je les recycle, je les revends, les mêmes choses. Et c'est comme ça que l'économie doit tourner. Maintenant, le nettoyeur devient comme la sécurité du produit, du producteur. Le consommateur, lui, ne pourrait jamais quitter cet état de dépendance. Il restera éternellement dans cet état de dépendance. La tête, lui aussi. Oui, par exemple, toi, le consommateur, il va acheter un livre, le producteur, il va écrire le livre. Il écrit le livre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et d'un côté, le consommateur va payer pour le livre, et celui qui écrit... Alors, donc, effectivement, beaucoup de gens payent, justement, dès que quelqu'un veut quelque chose qui n'est pas à lui, il est obligé de payer. Alors que si tu prends des choses qui sont à toi, tu ne payes pas. Tu payes pas. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de payer parce que ça vient d'eux-mêmes. D'eux-mêmes. C'est comme la matière. Où il n'a pas besoin d'importer. C'est Voilà. un pays qui n'a pas besoin d'importer, ça veut dire qu'il est capable, avec ses propres ressources, de fonctionner. Il n'a pas besoin de payer pour des choses qu'il n'a pas. Oui. Parce que je ne paye que ce que je n'ai pas. Voilà. Ce qui vient de moi, ce qui vient dans moi, je ne le paye pas. Tu ne payes pas. Mais comme l'homme est une machine qui doit s'alimenter, obligatoirement, l'homme doit payer. Ça pose le problème la question du protectionnisme. Qu'est-ce qui vaut mieux? Une société, parce qu'il y a des gens qui vous disent, mais non, mais toi tu importes et moi toi tu importes de moi et moi j'importe de toi. Oui, ce qu'on appelle l'échange. Alors, est-ce que l'échange c'est un mode de fonctionnement correct? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que chaque société utilise ses propres ressources plutôt qu'elle ne dise voilà, je vais exporter vers l'autre et puis l'autre va importer vers moi le goût de la découverte. On est tenté aussi par le goût de la découverte. La découverte, c'est quoi? Je veux, mais ce que fait M. Albron, est-ce que je peux aller voir, un peu sentir? C'est le goût de la découverte. C'est le goût de la découverte pousse l'homme à aller vers la tentation.
parfois, une fois dans cette tentation, il tombe et il succombe à la tentation. Ce que tu viens de dire là est vrai. Je prends l'exemple chez nous en Afrique. Dans les années 80-90, il y avait moins de consommation des produits importés. Moins de consommation. Et on se nourrissait que de produits locaux. Ça marchait bien. On avait le Finacom, on avait ceci, on avait cela. Et il y avait tous les produits agricoles qui étaient stockés. On avait une réserve, la réserve alimentaire, ce qui pourrait prendre même plusieurs années. Mais quand il y a eu l'importation des produits... Il a fallu les payer, et pour les payer, il a fallu exporter. Alors, on a cassé la production intérieure, on a commencé à exporter. Aujourd'hui, tout le marché... Et parfois, maintenant, on préfère importer des produits européens plutôt que de les fabriquer sur place. L'Afrique est devenue pénalisée aujourd'hui. Oui. L'Afrique devient pénalisée. Le coût alimentaire commence à peser. Parce que le produit, le poulet importé, il y a des TVA dedans, il y a des ceci, il y a des... Non, mais même de toute façon, il sera moins cher finalement. Il sera moins cher, c'est ça qui est l'idée. C'est qu'on préfère importer des produits qui vont être moins chers sur le marché que les produits fabriqués sur place. Mais à cela, on est dépendant. Pourquoi on est dépendant? Parce que le jour où il va en manquer, on crève de faim. Oui. Donc on est obligé de vouloir importer. Lorsqu'on importe, on aliène le côté intérieur. C'est fini aujourd'hui en Afrique. Nous sommes arrivés ici, on voit que on dit que mangeons bio. Ici, le mot bio est sacré. Ça prend de l'ampleur. Oui. Mais nous, en Afrique, on mange bio. Oui. Ce sont les mêmes aliments que lorsque l'Européen est venu en Afrique, il dit ça manque de protéines. Mais aujourd'hui, on retrouve qu'en Occident, on commence à manger les patates douces, on commence à manger les ignames, on commence à manger ce que eux là-bas, ils ont critiqué qu'il n'y avait pas de protéines. Alors à propos de diététique, il y a une chose quand même très curieuse en France, et à Paris notamment, c'est que les enfants, au lieu de manger des fruits, ils mangent des gâteaux, des biscuits, des croissants, des trucs comme ça. Chez nous, les enfants mangent plus de fruits que des gâteaux. Non mais ça, les Occidentaux, de ce côté-là, ils sont en pleine décadence. Parce qu'effectivement, ils ont perdu le goût des fruits. Donc les fruits, c'est quelque chose qui est naturel. Oui. Le fruit, c'est le symbole même d'un produit qui est autonome. C'est-à-dire qu'il est à la fois solide, liquide. Bon. Et les enfants vont préférer acheter des produits industriels. Chez nous, à table, tu ne verras pas le yaourt. Tu peux voir une mangue, l'orange, la banane, l'ananas. Non, mais c'est incroyable. Par exemple, quand tu vas à des colloques ou des choses comme ça, qu'on te propose un entracte, on te donne des trucs à manger, ce ne sont que des choses sèches, des choses fabriquées. On ne te donne pas de raisin, on ne te donne pas... Alors, dans les marchés, il y a des tas de produits frais, mais les gens consomment des produits comme s'ils étaient en hiver. Donc, c'est la nourriture de l'hiver qui triomphe même en été. Même quand il y a les meilleurs fruits, on sert des choses épouvantables aux fruits. Donc ça, c'est aussi... Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle des solutions... C'est ce qu'on appelle des solutions, comment dirais-je, par exemple, pendant l'occupation allemande, les Français mangeaient des produits qu'on appelait des ersatz. Ils mangeaient des trucs... parce qu'ils n'avaient pas vraiment, ils ne pouvaient pas manger correctement. Eh bien, on a l'impression que les gens continuent à fonctionner comme s'ils étaient sous l'occupation. Donc ils continuent à manger. Ou alors, par exemple, quand les gens partaient en bateau... seconde nature. Voilà, c'est ça. Donc les solutions qui ont été trouvées dans les situations de pénurie, de disette, elles sont devenues culturellement dominantes. Donc en fin de compte, par exemple, les mamans, tu vas voir, si tu as regardé, à la sortie des écoles, les mamans, elles n'offrent pas des fruits à leurs enfants. Elles leur offrent des paquets de biscuits, des croissants, des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que, alors justement, on revient à la question de la saleté, parce que ça salit moins. Et donc ça salit moins, donc elles préfèrent ne pas salir plutôt que de salir et de nettoyer. Parce que nettoyer, ça veut dire qu'il faut faire appel à quelqu'un qui va nettoyer. Et donc on va lui donner du pouvoir. Donc pour ne pas donner du pouvoir à l'autre, on évite de salir.
Donc, c'est-à-dire qu'on évite de se trouver en situation où l'autre doit intervenir. Donc, on ne laisse pas le... Donc, fin de compte, c'est très vicieux, ça. Je ne vais pas laisser l'autre avoir le pouvoir, donc je vais faire quelque chose qui ne va pas salir les vêtements, qui ne va pas salir les mains. Je vais donc donner à mon enfant des biscuits qui ne salissent pas, qui ne s'abîment pas et qui se conservent. Parce que le fruit ne se conserve pas. Donc c'est très curieux ces phénomènes-là. Oui. Ça aussi, c'est assez vicieux. C'est-à-dire quand même, la nourriture, il y a des problèmes de nourriture en France qui sont incroyables. Les gens préfèrent. Dire, tu peux regarder dans les supermarchés, le rayon légumes, il est 3 fois plus petit que le rayon des biscuits ou des gâteaux, etc. C'est vrai. Ils n'arrivent pas. Le nombre de produits qu'ils arrivent à inventer à la place des fruits. Si on vivait dans un pays où il n'y avait pas d'agriculture, on pourrait comprendre. Mais la France, elle a une agriculture florissante. Et curieusement, dans les marchés, ce sont souvent les gens qui viennent d'Afrique et qui achètent les produits frais. Et les Occidentaux, eux, ils mangent des produits de seconde catégorie. C'est assez comique. C'est vrai. Depuis que je suis ici, je connais une copine blanche. Oui. Je vais parfois chez elle passer la nuit. Oui. Le matin, elle m'offre des biscuits, du pain, des confitures, voilà. Un peu de beurre. Tout ça, c'est pas frais, sauf l'eau. Et je lui dis, après 13h, elle me dit, attends, on va manger dans un restaurant. Oui. Une fois, je lui ai dit, mais pourquoi on ne prépare pas à la maison? On ne peut pas faire un marché. Il y a le congélateur, il y a tout, on remplit le congélateur, on remplit le truc, on prépare à la maison, nous-mêmes on mange. Oh oui, bon, ça je vais voir. Oui. Donc chez elle, elle préfère aller manger dans les restaurants que de préparer à la maison. Oui. Or moi, le plus souvent, quand elle m'appelle, je dis non, je dois préparer ma nourriture de 5 jours. Ah oui. Donc je prépare, je mets dans le congélateur. Aujourd'hui, je prends un peu, demain, je prends un peu pendant 5 jours. Ça me fait plus d'économie que d'aller manger dans les restaurants. La fois parce que nous sommes allés manger dans les restaurants, on a mangé pour 35 € comme ça. Or, avec 35 €, je pouvais déjà voir un carton de poisson, un truc de poulet, tout. Et puis en plus de tout ça, le problème, c'est que dans les marchés, par exemple, ou dans les supermarchés, les viandes ne se conservant pas tellement bien et les fruits se conservant pas, ils les donnent ou ils baissent les prix. Donc par exemple, si tu manges beaucoup de viande, tu peux toujours trouver des supermarchés où on va te faire 50 ou 60% de réduction. Et pour les fruits, c'est même pas la peine. Dans les marchés, à la fin, ils les jettent. J'ai acheté beaucoup de légumes. Je l'ai invité une fois chez moi, je lui ai mange. Alors qu'on ne jettera jamais un paquet de biscuits. Mais ils vont jeter des kilos de raisins, des kilos de bananes, parce que ça ne se conserve pas. C'est vrai. Alors, elle me dit, mais où as-tu trouvé l'argent pour faire tout ça? Je dis, non, mais c'est avec lui. Mais oui. C'est avec lui. Mais c'est comment? Je dis, oui, mais c'est avec lui. Et pourtant, le légume que je lui ai proposé, la table, si on partait manger ça dans un restaurant, on dépensait 25 €. Voilà. Oui. Mais là, je l'ai fait avec moins de 10 €. Oui, je te crois. Je suis d'accord tout à fait. Je l'ai fait avec moins de 10 €. Donc, c'est cette société qu'on parle société de consommation, société de production et société de nettoyage. C'est un peu ce facteur. Oui. C'est ce facteur. On cherche un peu à maintenir l'homme dans un déséquilibre constant. Et puis il y a aussi le problème de l'obésité, le problème des gens il y a beaucoup, moi je vois beaucoup de gens qui ont 10, 20 kilos de trop, même en France. Moi j'ai 44 ans. Enfin, quand je dis aux gens que j'ai 44 ans, ils disent non, tu as peut-être du 30 ans, comme ça. Parce qu'ils imaginent que tu dois avoir du ventre, je sais pas quoi. 44 ans, je serais déjà vieux, tout machin. Ici en France, 44 ans, c'est déjà un super papa. Mais moi, avec 44 ans, je suis encore jeune. Oui. Chez eux, ça les étonne. Parce